Bienvenue à la saison 3 d'Apéro RH. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison où on va discuter du sujet les plus intéressants les uns que les autres. Le podcast est présenté par Wavency, la SDC District Central et Mon Événement. Bonne écoute! Allô la gang, j'espère que vous allez bien. On est à la première épisode de la saison 3 de Apéro RH et je ne suis plus seule dans Apéro RH. Donc, Myra, collègue, amie, partenaire d'affaires, whatever. Aujourd'hui, choisis le titre que tu veux. Donc, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est un sujet... On trouvait que c'est un sujet délicat, mais en fait, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui qui étaient de ne pas non plus se juger à travers ce sujet-là, qui est comprendre et agir face aux défis RH reliés à l'équité, la diversité et l'inclusion. Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu te sens? Là? On vient juste de sortir de l'épisode. Là. C'est un petit preview. Là. Les gens vont écouter l'épisode après. Dis-moi comment tu te sens. Écoute, pour vrai, là, je me sens vraiment bien. C'est un sujet que, pour moi, personnellement, ça me passionne énormément. Mais effectivement, tu sais, des fois, on se met comme des petits freins parce que c'est un sujet délicat. Tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais la conversation a été fluide, enrichissante. En tout cas, éducatrice. J'ai appris des choses. J'ai appris plusieurs choses. Fait que pour vrai, je pourrais en parler pendant 4 heures. Puis les personnes, nos invités, étaient vraiment très, 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 très compétentes et c'était vraiment le fun. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Le podcast est présenté par la SDC District Central, Wavency et More Événement. Fait que j'espère que vous allez aimer la gang. On vous retient pas plus longtemps. Cheers! T'en as plus, mais cheers! Bon épisode! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle saison d'Apéro RH. On est à la 3e saison, donc je suis super excitée. On commence le premier épisode en force aujourd'hui. Avant que je présente les invités, je voudrais présenter, on a une nouveauté, ma co-animatrice Myra de More Événement. Myra, veux-tu te présenter? Absolument. Donc, mon nom, c'est Myra. Donc, j'ai fondé More Événement. Ça fait maintenant, c'est notre 4e année d'opération. On est une agence événementielle 360. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'aligne avec toutes vos stratégies de ressources humaines, vos efforts stratégiques à l'interne et aussi vos stratégies marketing et communication pour vous créer des stratégies événementielles qui vont porter fruit et justement atteindre vos objectifs. Puis dans le fond, comme vous le savez peut-être, Apéro RH a toujours un événement, en fait, qui est en partenariat avec la SDC District Central également, qui va avoir lieu en octobre cette année. Donc, mon événement va s'occuper de l'organisation de cet événement-là. Donc, aujourd'hui, Myra, c'est quoi le titre de l'épisode aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est relativement, en fait, très, très, très important, sinon je dirais peut-être primordial. Dans toute entreprise, on va parler d'EDI. Et puis, on a nos invités ici qui vont se présenter sous peu. Mais, tu sais, je pense que cet épisode-ci va être assez particulier parce qu'on sait, pour avoir opéré justement dans les ressources humaines, que des fois, on cherche des ressources, on cherche des portes d'entrée, des portes de sortie, tu sais, des stratégies pour implanter des efforts EDI un petit peu plus efficacement. Hein? Oui, impactant. Fait que j'ai bien hâte de parler de ça aujourd'hui, monde. On est dans le comprendre et agir beaucoup aujourd'hui. Ça va être pas mal ça dans l'épisode qu'on va parler. Si jamais il y a des gens qui commencent leur étude en ressources humaines, qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, EDI, c'est équité, diversité, inclusion. Donc, ça va être de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça va être un terme que vous allez probablement entendre beaucoup au courant de votre carrière également. Donc, je présente mes 2 invités aujourd'hui. Je vais les laisser peut-être se faire une petite présentation d'eux-mêmes. Daphné et Chantal. Donc, Daphné, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Daphné Rose-Albert, je suis avocate de formation, donc je ne suis pas une professionnelle RH. Depuis à peu près, ça fait maintenant 11 ans là, que je suis membre du barreau et ça fait 1 an que je m'intéresse à l'EDI. Donc, j'ai entrepris le microprogramme de 2e cycle à l'Université Laval en EDI au travail. Je viens de terminer ma 2e session. Puis, donc, vraiment, mon parcours, mon expérience avec EDI est un peu récente, si on peut dire, là. Mais je vais partager aujourd'hui ce que j'apprends d'un point de vue universitaire, mais aussi ce que j'ai pu remarquer sur le milieu du travail également dans les organisations où j'ai travaillé. Merci. Chantal?
Ben oui, d'abord, merci Maud et Mayra pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour partager mon expérience de professionnelle en EDI parce que moi, j'occupe des fonctions en EDI. Je l'ai fait dans plusieurs entreprises, que ce soit publiques, parapubliques ou privées. Mon background est en ressources humaines, donc j'ai étudié là-dedans. Ça fait plus de 20 ans que je suis en ressources humaines et j'ai développé mon expertise en EDI les 6 dernières années, je te dirais. Je vous expliquerai un peu plus tard comment je suis tombée dans cette soupe-là, puis que je continue à en boire un peu comme Obélix. Je me tanne pas. Donc, voilà. Merci. Puis justement, là, j'ai nommé un petit peu, bon, l'EDI juste avec des mots, mais concrètement, qu'est-ce que c'est l'EDI? Daphné, je te laisse apparaître. Parfait. Pour moi, quand je pense à l'EDI au sein des ressources humaines, je pense à tout ce qui est normes en place pour adresser les inéquités des groupes marginalisés. On parle souvent des 5 groupes marginalisés. On parle, ou historiquement, en quête d'équité, on parle des femmes, on parle des personnes, des peuples autochtones, on parle de la diversité ethnoculturelle des personnes en situation de handicap. Et bien sûr, les personnes issues de la communauté LGBTQ. Donc, pour moi, c'est tout ce qu'une organisation essaie de mettre en place pour s'assurer justement d'avoir une certaine égalité des chances, si on peut dire ça comme ça, dans le parcours de travail. Est-ce que vous pouvez peut-être définir chaque lettre et comment vous regardez, comment vous comprenez justement équité, diversité et inclusion? Ça veut dire quoi plus précisément pour vous? Je vais commencer par la diversité, parce que c'est celle qu'on entend le plus. Et la diversité, c'est l'ensemble de tous les spectres qui existent, qui peuvent exister dans une société. Donc, on parle autant de diversité culturelle, diversité de genre, diversité d'opinion, diversité de communication, de propos. Donc, c'est assez vaste. Dans la diversité, la diversité a sa propre diversité. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est vrai qu'il y a souvent une mauvaise compréhension de la diversité. On l'associe directement à la diversité culturelle, mais elle ne s'arrête pas là. Donc, il y a comme tout un spectre de la diversité. C'est très large. C'est très large. Et ça m'amène souvent à dire qu'on fait tous partie d'une diversité. La différence, c'est qu'il y a certains groupes qui sont historiquement marginalisés, qui le sont encore. Et ces groupes-là, c'est ceux pour lesquels on est en quête d'équité. Donc, arriver à une égalité des chances, à une égalité en emploi, une égalité au niveau social. Donc, c'est pour ces groupes-là, mais au final, tout le monde en bénéficie. Ici, j'aime bien prendre l'exemple des personnes handicapées. Vous voyez, tout le monde voit la porte avec la porte automatique qui s'ouvre. Au départ, ça a été pour les personnes handicapées, mais aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Tu as les sacs dans les 2 mains, tu vas le piton, là, tu es content de l'avoir, puis tu l'utilises. Donc, ce sont vraiment des pratiques qui sont pensées pour certains groupes, mais qui vont bénéficier à l'ensemble des personnes. C'est vraiment un bon exemple. Pour vrai, ça met en perspective, parce que moi aussi, je l'utilise vraiment souvent. Et avec 2 enfants et une poussette et tout ça, on est bien contente d'avoir la petite porte. Puis si justement, là, on a touché un petit peu l'aspect diversité, si on va avec inclusion, par exemple. L'aspect inclusion, c'est un aspect souvent qui est confondu. Mais compris un petit peu. Hein? C'est confondu souvent entre l'équité. Il y a une confusion, puis on ne pourra pas la démystifier tout aujourd'hui, mais en gros, ce que je dis, c'est l'inclusion, c'est accepter l'autre dans sa différence, accepter l'autre dans son unicité et faire en sorte que l'autre se sente suffisamment confortable dans le milieu de travail pour se présenter tel qu'il est et non pas à se cacher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gestes concrets, des gestes simples qu'on fait quand on arrive en milieu de travail. On voit une nouvelle personne, on veut le mettre à l'aise, on lui montre les lieux de travail, on va dîner avec cette personne-là, on s'intéresse au parcours de la personne, puis on fait en sorte que cette personne se sente assez outillée pour débuter ses tâches, ses mandats, puis on est comme un peu son mentor, ou soit qu'on est nommé son mentor, ou soit on décide d'être la référence pour cette personne-là. Ça, c'est des actions concrètes d'inclusion. Donc, je dis souvent, c'est le contraire de l'exclusion. Vous voulez faire de l'inclusion, pensez à tout ce que vous allez faire pour exclure quelqu'un, puis faites le contraire. Vous allez être dans l'inclusion. Donc, ça, c'est la portion inclusion. En termes d'équité, c'est de reconnaître que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, de mettre en place des mesures ou des actions qui vont venir donner la chance
à tout le monde au même niveau. Mais ce n'est pas les mêmes mesures pour chaque personne parce que le besoin est différent selon la personne. J'ai souvent l'image en tête qu'on voit, on a 3 personnes derrière une barrière, puis on leur donne chacun la même boîte. Ben, c'est parce qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre et la même boîte pour tout le monde, ça ne marche pas, ça ne donne pas l'opportunité à tout le monde de voir le match. Donc, il y a des personnes plus petites, on va lui donner 2 boîtes ou 3 boîtes pour s'assurer qu'ils puissent voir le match à travers la grille. Il y en a certains qui en auront besoin juste d'une. Fait que pour toujours l'intention puis l'objectif, c'est qu'ils puissent voir le match comme les autres. Alors, c'est un peu ça l'équité si je dois l'imager de façon assez simple. Donc, plus dirigé vers un objectif qui est commun et pas nécessairement faire le focus, si on veut, sur comment, vu que certaines personnes sont affectées différemment. Donc, le but ultime étant de vouloir regarder le match, mais les personnes en soi ont besoin de solutions différentes. Exactement. Donc, c'est de mettre en place les mesures pour que chaque personne atteigne son plein potentiel, si on doit le rapporter en milieu de travail. Donc, mon plein potentiel, je l'atteindrai si on me met, par exemple, on me met un mentor, un parrain, pour pouvoir m'aider pour mieux m'accompagner, mais il y a une autre personne qui va arriver qui n'aura pas ce même besoin-là. Donc, c'est d'être à l'écoute aussi des besoins des personnes quand ils arrivent en milieu de travail pour pouvoir mieux les accompagner et qu'ils atteignent leur plein potentiel. Là, je pense que j'ai pas mal parlé. Je vais laisser Daphné. J'ai vraiment aimé l'analogie, honnêtement. Non, mais c'est tellement bien expliqué. J'ai rien à rajouter pour définir les 3 lettres. Là, je pense que c'était très, très bien expliqué. Puis, j'aime beaucoup l'image. Peut-être qu'on pourrait même la partager. Là, c'est une image qu'on retrouve souvent dans les formations en EDI pour tout ce qui est de l'équité, là, justement, les 3 personnes qui regardent le même match, mais qui ont besoin d'outils différents. C'était une personne, justement, une personne qui est 6 pieds, tu n'auras pas besoin de la même hauteur de plus pour voir que quelqu'un qui a 5 pieds, qui mesure 5 pieds ou 4 pieds. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je pense que j'ai rien à rajouter pour la définition, là. J'aimerais ça qu'on voit l'image, justement. Je pense que ça pourrait valoir la peine de l'ajouter dans la description ou vers le site web. Je suis curieuse de vous demander, c'était pas prévu que je vous pose cette question-là, fait que ça y est, je me lance dans des questions imprévues. Il y a énormément d'efforts et d'énergie, je pourrais dire, qui est mis actuellement sur tout ce qui est EDI. Clairement, il reste encore beaucoup de travail à faire. Vous diriez qu'on est rendu à combien de pourcentage du travail atteint? Oh, Maud, tu sors les big guns très tôt dans le podcast. Question. Okay. Définitivement, c'est un pourcentage qu'il faut que ça soit un range, là, parce que c'est impossible de, je pense, mettre un vrai chiffre, mais je sens qu'on avance, mais à quel point on est rendu avancé dans les méthodes qu'il faudrait, ou les applications, en fait. Au Québec, là. Oui, au Québec, on s'entend. Au Québec, hein, on s'entend. Mais même, je dirais à Montréal, parce que... En effet, non, mais c'est vrai, c'est Montréal. vrai. Puis, tu sais, on pourrait y aller encore plus niche, puis dire, comme dans un quartier spécifique, mais là, je pense qu'on n'a pas assez de temps. Fait que, allons-y. Ouf! C'est une question assez touchée. En fait, je suis sûre que Chantal aura une meilleure température que moi étant professionnelle RH. Moi, je veux parler de mes expériences. J'ai l'impression que c'est certain qu'on n'est pas à 0%. On a des choses en place dans beaucoup, beaucoup d'organisations. On n'est certainement pas où est-ce qu'on voudrait être. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est à mi-chemin? Donc, il y a des outils en place. Est-ce qu'ils fonctionnent? Il y a des ajustements à faire. Peut-être à 50%, je dirais. Intéressant, c'est très... Chantal a une autre réponse. Ben, pas qu'une autre réponse, mais je vais peut-être nuancer, de dire que les dernières années après la mort de George Floyd et Joyce Echaquan, il y a eu un réveil, un certain réveil, une prise de conscience collective qui fait en sorte que les entreprises se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose, faut minimalement, au niveau de la conformité, l'obligation légale, il faut qu'on l'atteigne. Donc, il y a une volonté, il y a une bonne intention de mettre des choses en place. Par contre, la petite nuance que j'apporte, Daphné, c'est de dire, c'est la durabilité de ces actions-là. La pérennité, c'est là où c'est plus difficile. Donc, on le fait parce qu'on est en situation de crise, on le fait parce qu'il y a une obligation légale, il y a des rapports à soumettre, mais 3 ans plus tard, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est encore le même niveau d'efforts qui sont maintenus? Est-ce que l'effort est soutenu? Il y a parfois une fatigue
Il y a parfois aussi un manque de légitimité des personnes qui portent ce rôle-là et ça fait en sorte qu'il y a un épuisement du rôle. Puis, il y a un terme souvent qui est en train de circuler, on parle de diversity fatigue. Mais diversity fatigue, c'est que les gens sont comme, entre guillemets, tannés d'en parler, puis il y en a qui sont tannés de l'écouter. Puis moi, je dis souvent, mais si on arrête d'en parler, ben, on va stagner, il n'y a plus rien qui va se passer. Le dialogue doit rester continu, ça doit être maintenu pour qu'on puisse avancer. Alors, pour compléter, Daphné, c'est ce que je dirais. J'ai peut-être une question qui n'était pas prévue dans notre... Ah là là, on vous inspire, là. Mais oui, mais absolument, c'est vraiment très... Pour vrai, oui, c'est très inspirant, surtout pour avoir été dans une situation où j'ai peut-être vu des collègues qui étaient peut-être à bout de ressources ou en manque d'expérience dans leur rôle, pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais juste parce que, comme on dit, dans une situation de crise, des fois, on veut réagir, on veut montrer des résultats, mais c'est peut-être pas des efforts qui sont durables. Que seraient vos recommandations off the top là, pour quelqu'un, justement, qui se sent un peu « OK, bon, ben il faut que j'accomplisse un certain niveau de résultat dans un certain laps de temps. » Parce que, veux pas, hein, souvent, nos rôles ils sont déterminés en certains KPI, mais c'est quand même une discussion et des points qui touchent plus l'humain et non la performance. Donc, qu'est-ce que vous recommandez à quelqu'un dans un rôle qui se sent peut-être justement à bout de ressources ou en manque de capacité ou qui fait même pas partie justement d'un groupe qui est marginalisé, qui se sent moins interpellé par quelque chose comme ça? Très, très bonne question. Moi, je pense, pour l'avoir vécu dans mon dernier cours, on avait à faire un exercice dans une organisation que je ne peux pas citer, mais tous les groupes avaient à faire le même exercice. Puis ce qu'on remarque quand on a quelqu'un qui, quand l'organisation met un mandat d'atteindre certaines cibles ou d'adresser les enjeux EDI, bien, ils se mettent des cibles, mais les employés de ces groupes-là ne sont pas toujours sondés et impliqués dans les mesures qui vont être mises en place, dans les réflexions. Fait que moi, je dirais que ça commence par beaucoup de communication et de partage d'informations, de collaboration à l'interne avec les employés. Je pense que c'est un bon point de départ d'avoir certaines données, mais certainement de sonder les gens, de sonder les gens dès le début et surtout les gens de ces groupes historiquement marginalisés parce que leur réalité, qui de mieux pour l'exprimer que la personne qui le vit. Donc, ça fait en sorte qu'on a moins d'angles morts et qu'on a on a vraiment la mesure, la température vraiment de ce qui se passe dans l'organisation. Donc, je dirais que c'est au minimum, il faut commencer par ça. Il faut commencer par donner une plateforme. Donner une plateforme, que ce soit des focus groups, d'expliquer qu'est-ce qu'on veut faire, de vraiment essayer d'aller chercher les gens afin qu'ils y participent dès le début et à toutes les étapes. Selon moi, ce serait un conseil que j'aurais. Ben, si tu permets, je vais ajouter aussi autre chose. C'est au-delà d'aller chercher le pouls puis le besoin, c'est d'être capable de mettre en place un espace sécuritaire. Parce que les gens veulent bien partager, sauf qu'ils ont peur d'être stigmatisés par la suite. Ils ont peur que ça leur nuise par la suite. Alors, l'espace sécuritaire, c'est de dire, ben, qu'est-ce que nous, on comprend de l'EDI? Qu'est-ce que vous comprenez de l'EDI? C'est quoi vos besoins? C'est quoi votre réalité? On est là pour partager. On va partir ensemble, puis on va avoir une compréhension commune. Puis, à partir de là, on va bâtir ensemble les actions ou les mesures qui vont être possibles. Mais ce que je vais partager va rester justement au sein du groupe. Ça va permettre d'avancer et non que ça va se retourner contre moi. Puis donc, peut-être prôner l'anonymat. Il y a prôner l'anonymat, mais prôner surtout aussi le respect de ce que la personne aura à dire, puis de valoriser ce que la personne, cette expérience de la personne, parce que c'est très riche et c'est généreux de la personne de partager son vécu. C'est pas tout le monde qui a envie de le faire, parce que malheureusement, tu peux comme avoir une cible dans le dos par la suite et là, les gens ont cette crainte-là. Donc, c'est peut-être demander de revivre un certain niveau de trauma aussi. De trauma aussi, exactement. Donc, avoir cet espace sécuritaire, je pense que c'est un des points d'ancrage pour pouvoir démarrer la conversation. Puis, ne pas avoir peur aussi d'aller chercher l'information, de comprendre c'est quoi l'EDI concrètement, comment je peux l'apporter dans mon équipe, comment je peux l'apporter dans les secteurs.
En étant au RH, on a plusieurs leviers. Autant au recrutement, mobilisation, engagement, marque employeur, on joue tout sur ces tableaux. On est des chefs d'orchestre. Mais il ne faut pas que la musique reste juste pour nous. Il faut que ça soit à travers transversal après dans l'organisation. Donc, on l'insuffle et on a des porteurs après de dossiers, puis on est là pour les accompagner. Donc, tout ça, c'est des petites étapes, ça a l'air des petites actions, mais pour moi, c'est essentiel parce qu'on met la base. La base devient plus solide et là, on est prêt à construire tranquillement. Et c'est aussi important de célébrer chaque action, chaque petit geste qui est fait. Tu parlais, Daphné, tantôt, on se met des cibles. Ben, malheureusement, parfois, on se met des cibles trop ambitieuses. Puis on ne regarde pas la culture actuelle, où est-ce qu'on en est, le point de départ, c'est important de le savoir pour pouvoir mettre des actions réalistes, pour pouvoir les atteindre et pouvoir continuer. Mais quand on est trop ambitieux, ben, malheureusement, on court à la dernière minute, puis on essaye de cocher des cases, et là, ça ne marche plus. Les gens sont comme un peu désengagés parce qu'ils voient, ils observent, ils se disent, ben, ça, c'est juste pour atteindre le plan d'action, puis après... C'est là qu'apparaît le diversity fatigue. Exactement, voilà. Puis à date, ça a été quoi la réception, justement, peut-être plus de ton expérience, vu que tu n'es pas nécessairement au sein d'une entreprise actuellement, comme la perception des employés face à quand vous vouliez implémenter, par exemple, certaines choses au niveau EDI interne? Ben, quand les étapes sont bien expliquées, communiquées, puis que les personnes sont impliquées dans la démarche, il y a un enthousiasme. Les gens sont contents d'avoir des initiatives concrètes, sont contents de pouvoir faire partie du changement, parce qu'on est tous des agents de changement en termes de rôle. On peut tous avoir cette posture de « je veux contribuer, je veux être un allié ». Et puis ça aussi, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un allié réellement. Ce n'est pas de se substituer à l'expérience de la personne, mais c'est de prêter sa voix, c'est d'utiliser des espaces pour donner l'opportunité aux personnes de monter leur voix, pour parler de leur vécu, et que ce soit utilisé après pour renforcer l'inclusion dans le milieu de travail. Alors, quand les gens perçoivent ça, ben, ils sont enthousiastes à embarquer, et ils embarquent. Il y a un engouement dans les initiatives. Est-ce que ce serait une erreur de peut-être dire de se laisser le temps aussi? Parce que par expérience de quelqu'un qui avait peut-être un peu moins les souliers au niveau de l'EDI dans le début de ma carrière et tout ça, je trouvais que souvent, quand on donnait justement finalement une plateforme, il y avait beaucoup de déversement de perception. Les gens étaient, dans un sens, soulagés, mais à la fois étaient comme frustrés et fâchés. Et tu sais, il était comme, bon, elle va nous écouter, elle là, mais tu sais, c'est ça. Fait que ça prenait 3 sessions, je pense, avant de finalement voir que, OK, bon, là, ils se sentent écoutés, puis on est peut-être un petit peu plus en mode solution que mode de déversement de son expérience. Et, tu sais, il y avait l'air à vraiment avoir des blessures, là, tu sais, que je pense que, par expérience, j'étais peut-être pas outillée, justement, pour aider à soulager cette blessure-là, mais tu sais, justement, ça revient à la même chose. Là. Il faut toucher tu sais, le cœur des gens en certains laps de temps. Donc, tu sais, c'est ma perception? Est-ce que vous avez de l'expérience là-dedans? Si on parle d'efficacité des mesures, puis du ressenti, le pouls que moi je prends pour avoir participé dans plusieurs initiatives, je dirais que oui, les gens étaient très enthousiastes. Par exemple, les groupes d'affinité, c'est très apprécié. Les gens aiment bien se retrouver avec des gens qui ont des expériences similaires, sentir que c'est comme un safe space pour partager des expériences, etc. Par contre, ce qui manque peut-être dans ces groupes-là, c'est les alliés. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'alliés qui participent dans les groupes d'affinité. Fait que si je dirais pour cette mesure-là, c'est bien, mais il y aurait lieu à essayer d'aller chercher davantage l'adhésion de personnes qui ne font pas partie de ce groupe, mais qui veulent vraiment s'intéresser, voir à ce que tout le monde soit bien, puis qu'il y a un intérêt à apprendre aussi. Pour vraiment aller changer les mentalités, il ne faut pas que ce soit juste des gens, un groupe homogène qui se parle entre eux puis qui se dit comment ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait cette espèce d'effort de faire le pont entre les groupes. Donc, je dirais que pour le groupe d'affinité, c'est ce que j'ai remarqué. C'est intéressant, en effet.
C'est une chose que j'ai remarquée. Aussi, il y a les conversations courageuses qu'on parle beaucoup, des conversations vraiment avec des sujets un peu délicats, où est-ce que des fois, c'est des cadres qui vont, ou des gens de l'externe, là, mais qui vont adresser des sujets poignants, des expériences personnelles. Puis ça sensibilise beaucoup les gens parce que c'est plus théorique, là. C'est cette personne qui a réussi ou cette personne avec qui je travaille ou cette personne avec qui j'ai collaboré, peu importe, elle a vécu ci et ça, et voilà comment elle s'est sentie. Fait que je trouve que ça a du poids, ça fait réfléchir, ça parle à la discussion, ça met la table aussi pour certaines discussions difficiles. C'est très intéressant. Encore une fois, des fois, cette mesure-là, ce que je reproche, c'est que c'est très... dans le fond, c'est pas obligatoire de participer à ces conversations-là. Des fois, ça se fait sur l'heure du midi ou ça se fait, je sais pas moi, à 9 h. Et puis, les gens ne sont pas nécessairement libérés pour participer à ces discussions-là. Donc, si tu es intéressé, tu t'inscris. Puis après, si tu n'es pas intéressé, bien, tu y assistes pas. Donc, ça a ses limites. Donc, je trouve que beaucoup de ces mesures-là, toutes les mesures qui sont en place, elles ont du bon, mais des fois, avec le recul ou avec l'expérience, ou si on sondait les gens qui y participaient, on aurait beaucoup de recommandations de choses qui pourraient être faites, comment ça pourrait avoir plus d'impact, comment ça pourrait aller amener plus de résultats, peut-être. Ouais. Je vous entends parler de différentes mesures, justement, actuellement, puis toi aussi, avec ton expérience également en RH. C'est sûr que dépendamment de la taille de l'entreprise, chaque taille d'entreprise a ses différentes mesures, mais c'est quoi que vous diriez actuellement que ça reste que c'est quand même un must, là, qui, un petit peu, si c'est pas mis en place dans l'entreprise, il y a peut-être beaucoup de travail à faire au sein de cette organisation-là présentement. Il y en a, hein? Il y en a des mesures. J'essaie de voir le point de départ, dépendamment de l'organisation d'ailleurs. Moi, ce que je dis souvent, c'est commencer par communiquer pourquoi l'organisation veut s'engager là-dedans. Parce que souvent, est-ce que c'est parce que c'est la tendance du moment, puis là, on veut bien paraître, ou est-ce que vraiment on y croit, puis que la haute direction appuie l'engagement, appuie cette mesure-là, cette initiative. Appuie et comprend. Appuie et comprend. Pour appuyer, il faut comprendre, parce que sinon, on aurait l'air fou. Mais quand je dis appui, ce n'est pas juste de sortir des communiqués. C'est de donner l'exemple. C'est de le faire descendre à toute la direction, aux gestionnaires. Puis c'est surtout des mesures d'imputabilité. Et ça, on ne le voit pas encore. C'est-à-dire, chaque gestionnaire a des objectifs d'inclure, par exemple, des actions pour favoriser l'inclusion dans son équipe ou pour améliorer la représentation dans son équipe. Puis à la fin de l'année ou au milieu d'année, c'est suivi, ce progrès est suivi, puis que le gestionnaire, il va être imputable de « Ah, tu n'as rien fait, comment ça se fait? » Puis explique, puis « OK, tu as besoin de support, mais pourquoi tu n'as pas demandé? » Ça, ce sont des mesures d'imputabilité qui malheureusement existent très peu, mais qui pourrait faire la différence. Parce que ça viendrait dire, c'est suffisamment important pour la direction pour qu'ils puissent mettre des objectifs là-dessus et qu'ils le suivent. Mais je fais l'avocat du diable. Ça veut dire donc qu'au niveau des cadres, les cadres doivent fournir les ressources pour les gestionnaires qui doivent être imputables. Parce que c'est pas tous les cadres qui ont l'expérience ou les ressources, je parle que ce soit formation ou que ce soit des ressources comme vous deux, tu sais, des webinaires, des ci, des ça. Donc, c'est sûr que, justement, si la haute direction décide qu'ils ont des actions à prendre, ben eux aussi doivent walk the talk et fournir, justement, des stratégies puis des ressources. Exactement. Pour justement, OK, ben si moi, je vais te taper ça en noix, pour dire pourquoi t'as pas diversifié ton équipe, puis que finalement pour moi moi j'allais diversifier mon équipe. Regarde, j'ai tel profil, c'est bon, mais j'ai jamais été éduquée là-dessus. On s'entend que c'est la responsabilité justement des cadres et des gens qui supervisent ces fameux gestionnaires-là. Tu vois, je vais compléter juste ce que tu viens de dire. Quand je dis l'appui de la haute direction pour des mesures d'imputabilité, c'est qu'il faut que les gens soient outillés aussi. Il faut qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait de la formation, qu'il y ait, si je suis un gestionnaire, puis j'y connais
connais rien, ben les ressources humaines, minimalement, sont là pour m'accompagner, m'outiller. J'ai besoin de formation. Ils vont aller chercher des formations. Il y a des formations gratuites qui existent. Il y a des formations payantes qui existent. On organise une formation pour l'équipe, puis on apprend ensemble. Donc, on chemine ensemble. Et ça c'est déjà une action. C'est déjà un pas. Juste le fait d'initier une activité, une formation pour comprendre ensemble, c'est déjà un bon pas. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. En général, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. Et l'appui de la direction, c'est aussi, ce n'est pas juste de dire, ben moi, je veux que vous fassiez ça, mais c'est eux-mêmes aller chercher ces formations-là pour pouvoir dessiner la stratégie, parce que c'est les leaders. Le leader, il donne la vision et il insuffle la vision top-down. Et là, ça fonctionne. Si le leader ne donne pas la vision, ne donne pas la direction, ben on attend que les choses se passent. Donc, c'est un peu... si j'ai à nuancer. 100%. Daphné, vas-y. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Quand on parlait des mesures qui fonctionnent, j'allais dire, les formations, ça fonctionne. Selon moi, c'est important d'en avoir. Et c'est important que ça soit... bon, il y en a qui disent, est-ce que ça doit être obligatoire? Est-ce que ça doit pas être obligatoire? Parce que dans toutes les entreprises, il y a des formations qui sont obligatoires, là, puis c'est monitoré, il y a les suivis là-dessus, on donne une date limite pour le faire, puis c'est très, très important. Peut-être que ça serait une avenue que ça devienne obligatoire d'avoir une formation, un certain niveau de compréhension de base des comportements qui sont acceptables, sont pas acceptables. Par exemple, les microagressions, on en parle beaucoup maintenant, des microagressions, mais il existe d'excellentes formations là-dessus. Il y a même une vidéo que j'aimerais beaucoup qu'on partage, pour ceux qui ne l'ont pas vue, là. C'est l'analogie des moustiques. Donc, il y a des personnes qui sont plus susceptibles de se faire piquer par des moustiques. Imagine comment c'est très désagréable de se faire piquer par des moustiques. On s'entend tous là-dessus, là. Si mon chum écoute, il va se lever la main, il va se dire « Je suis plus capable, dis-moi que tu as la solution. » Mais non, François, on n'a pas la solution miracle pour pas se faire piquer aujourd'hui. Excuse-moi, vas-y. Non, c'est ça. C'est parce que moi-même, j'ai une amie, à chaque fois qu'on sort ensemble, elle doit se faire piquer comme... Ça n'en plus finir. Et je la regarde toujours comme, pauvre toi, ça a l'air de vraiment faire mal. Puis moi, ça arrive occasionnellement, donc je me dis, OK, c'est pas la fin du monde. Quand ça arrive, je le tolère. Mais c'est la même chose avec les microagressions. Il y a des gens qui sont victimes de certains propos, certains comportements répétés, puis à un moment donné, c'est comme, ils sont plus capables. Donc, des fois, la réaction peut être vive parce que c'est la énième fois qu'ils se font questionner sur certaines choses. Ton expression, tu t'exprimes bien pour 3 petits points. Ou, tu sais, finissez la phrase avec le mot que vous voulez, mais ce genre de comportement-là, des choses qui remettent en cause qui ils sont, comment ils devraient être, qui ne sont pas comme l'ensemble du groupe. En tout cas, cette vidéo-là l'exprime très, très, très bien. Donc, je pense que se former, être formé, que l'ensemble des employés soient formés, que ça soit vu comme étant essentiel d'avoir un certain niveau de connaissance. Puis après, on verra peut-être que les comportements à tous les niveaux vont changer un peu. Tranquillement, probablement. Là, je ne pense pas qu'on change les mentalités rapidement, mais il faut que ça sorte des RH. Il faut que ça ne soit pas seulement la charge des ressources humaines, selon moi. Je pense que ça doit être quelque chose de transversal. Il y a quelqu'un qui doit être responsable au départ, peut-être, pour mettre en place certaines choses, mais après, pour que ça vive dans toute l'organisation, faut déléguer, il faut qu'il y ait des personnes qui soient imputables, comme on disait. Ça peut être dans les objectifs de chaque secteur, de chaque gestionnaire de département, de dire voici tes stats et voici ce qu'on aimerait l'évolution, le progrès qu'on veut voir dans 1 an, et que ça soit mesuré. Si ça fait partie des objectifs des gens, ils vont travailler vers ça. Si ça reste théorique, ça reste quelque chose de nice to have, c'est pas obligatoire, j'ai peur que ça prenne plus de temps à ce qu'on voit le réel changement. Voilà, c'est ce qui conclut la première partie. La deuxième partie sera disponible dès la semaine prochaine. Reste à l'affût pour ne pas manquer la suite.